Merci Denis de m'accorder un peu de temps après cet événement, puisque tu n'avais pas le temps hier soir pour qu'on puisse interviewer avec le reste de l'équipe. Donc je te remercie énormément, malgré la fatigue et les têtes qu'on a aujourd'hui, de bien vouloir accepter cette interview. Avec plaisir. Toujours. Toujours, toujours. Bah, on va commencer par la question la plus... je pense qu'on vous l'a posée une bonne centaine de fois, mais qu'est-ce qui t'a amené dans la recherche paranormale? Alors, je te dirais un petit peu comme beaucoup qui viennent dans les événements ou qui nous suivent. Au départ, moi, c'était tout ce qui était émissions télé, X-Files, toutes ces choses-là qui m'ont un petit peu intrigué. Je me disais, qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais ce qui a fait vraiment un déclencheur, en fait, c'est un événement personnel. C'est un événement personnel que j'ai eu il y a très très longtemps, une bonne dizaine d'années en fait. La personne avec qui j'étais à l'époque a eu son père qui a déclenché un cancer assez rapidement. C'est un truc assez foudroyant, ça a duré 3 mois avant que malheureusement ça soit la fin pour lui. Et si tu veux, dans la semaine qui a suivi son décès, il y a eu un truc très bizarre. On a eu des coups de fil à des heures précises, 19 h à peu près. Et quand je décrochais, si tu veux, j'entendais 2 personnes très âgées. Ça paraissait très très loin comme coup de fil, comme voix. On distinguait à peine. Et ça disait tout le temps, il est bien, il est parti, ça y est, il va bien, faut pas s'inquiéter. Donc moi à l'époque, pas du tout dans le paranormal comme aujourd'hui. Allô, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, vous avez dû faire un faux numéro. Et c'est arrivé, je sais pas, je vais dire une bêtise parce que je me souviens plus vraiment, mais genre le mardi, le mercredi, le jeudi. Tous les soirs à 19 h. À l'époque, on n'avait pas les portables comme aujourd'hui, les lignes fixes étaient vachement utilisées encore. Puis le deuxième soir, tu te rends compte qu'en fait, c'est 2 personnes qui parlent, tu entends 2 voix différentes. Donc je me suis dit, il y a une interférence de ligne à l'époque. Et puis ma compagne, forcément, voilà quoi, tu penses pas paranormal, on est un peu en deuil. Mais moi, ça m'intriguait un petit peu. Je me dis, il y a un rapport quand même, c'est bizarre. Le jeudi, il se passe ça. Le vendredi, plus rien. Et là, elle reçoit sur son téléphone portable de l'époque, papa portable, appel en absence. Transparente, finie, t'imagines bien la scène. Sur le coup, très terre à terre à l'époque. T'inquiète pas. Ils ont dû redonner la ligne, peut-être que ta sœur a déjà fait des choses, j'en sais rien, voilà. Tu pars pas du tout dans le paranormal dans ces moments-là. Je dis écoute, de toute façon on la voit demain, on verra bien. Et le lendemain, déménagement de son appartement, on se rejoint. On est dans l'appartement. Puis d'un seul coup, je pars vers sa sœur et je lui dis tu t'es déjà occupé des papiers, t'as déjà fait des trucs et tout, genre téléphone, couper les lignes et tout. Ah non, pas du tout, c'est la première fois que je viens comme vous quoi. Ah merde quoi. Et là le blanc quoi, parce qu'on a repensé à cet appel. Et si tu veux, malheureusement, tu fais un truc pas cool, tu fouilles un petit peu partout. Et là on tire un tiroir. Et son père était quelqu'un de très très organisé. C'est-à-dire qu'il rentrait du boulot, tu sais, c'est le portefeuille à un endroit, les clés à un endroit, le téléphone à côté. Et le téléphone ne servait que pour le travail. Donc en gros, quand il rentrait, il l'éteignait. Et là tu te dis... Ah oh. Donc ça a été un déclencheur où je me suis dit merde, il y a eu un truc là, il s'est passé quelque chose. Donc ça m'est revenu plus tard parce que voilà, tu fais ta vie. Mais à partir de là, il y a eu quelque chose. Et petit à petit, en découvrant des reportages, en découvrant des choses comme ça, je repense à cette histoire parce que tu as des témoignages de gens qui ont vécu la même chose, ou en tout cas tu y vois un rapport. Et à partir de là, pour moi, j'ai commencé à beaucoup regarder. Je lis très peu, c'est un défaut, mais j'ai beaucoup de reportages, je suis tombé sur beaucoup de sujets comme ça, et en fait ça m'a amené à commencer à me poser des questions. Donc après oui, il y a les livres, forcément je suis tombé sur des bouquins, j'en ai lu, et ouais, tu te dis qu'il y a vraiment quelque chose à ce moment-là, et à partir de là ça a été, comme j'aime bien dire aux gens, c'est pas quelque chose du réveil au coucher paranormal. Mais c'est quelque chose qui est très, très régulier à partir de là, chez moi en fait. C'est devenu, dès que je tombais sur quelque chose, je bloquais. Et est-ce que, pour éviter de te poser la question, parce que la question numéro 2, puisque tu viens d'y répondre, est-ce que ce que tu viens de me raconter est peut-être un événement plus fort qui t'est arrivé personnellement que dans tes enquêtes paranormales, depuis que tu es dans RIP? Alors, oui et non, mais si tu veux, moi,
dans ma tête, en fait, je classe ces phénomènes ou ces événements, ces expériences, on va dire, un peu dans des catégories. Celle-là, elle rentre dans une catégorie, celle d'événements qui étaient directs, qui m'ont touché moi personnellement. Son père, je le connaissais, mais pas plus que ça. Et du coup, ça me touche parce que là, tu te dis que c'est vraiment quelque chose. C'est pas quelque chose que tu vis en groupe. C'est pas quelque chose où, par exemple, aujourd'hui, avec mes collègues, on vit un truc ensemble, où eux vivent un truc et du coup, indirectement, je le vis aussi. Là, c'est vraiment personnel. Et ce qui m'a le plus touché, je pense, c'est que c'était dans ma vie de tous les jours. Pas le moment où t'as mis ton armure, t'es paranormal. Là, t'es chez toi, tranquille, tu vas bouffer, tu mets la télé, et là, le téléphone sonne, mais un truc que tu t'attends pas. Donc oui, ça m'a un peu plus touché que les trucs les phénomènes que je peux vivre avec l'équipe, par exemple. Entre vos premiers pas et maintenant, qu'est-ce qui a changé, que ce soit en termes de point de vue, sur vos pratiques d'investigation ou sur le matériel? Oh. Alors je te dirais l'expérience, mais l'expérience dans le sens utiliser certains outils. Il y a des outils qu'on a utilisés au début. Il faut savoir que, sans faire de promo, eBay était notre meilleur ami parce qu'on ne trouvait rien. On a passé des semaines entières avant une enquête avec Nico à chercher un détecteur, un truc, un enregistreur, un machin. Et ce qui a changé aujourd'hui, c'est que pour moi, je sais certains appareils maintenant, comment ils réagissent, comment je les utiliserai moi quand je les prends, et peut-être pas à l'époque où c'était les balbutiements, donc on savait pas trop, on tâtonnait, on se disait tiens celui-là on va l'utiliser comme ça, là on va faire ça, puis après tu t'aperçois ah ouais mais là j'aurais pas dû utiliser parce que du coup il y avait ça a perturbé, ou peut-être que ça induit en erreur. Aujourd'hui, moi pour ma part, je vois que grâce à Spirit Shop il y a du nouveau matériel qui évolue énormément, mais du coup certains détecteurs je les utilise plus de la même façon qu'avant. Voilà, je fais très attention. Je les prends un petit peu moins en compte parce qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup de choses, on n'avait qu'une mallette. Aujourd'hui on peut arriver avec un camion rempli si on a envie. Et je fais attention, et d'ailleurs je l'utilise différemment. Je mise beaucoup moins dessus moi, de moins en moins en fait. Je l'utilise comme une aide, mais pas spécialement comme le truc premier. Tu fais plus appel à tes ressentis comme tes collègues ils m'ont répondu? Je l'ai toujours fait, dès le départ. On le prenait beaucoup moins en compte parce qu'on avait peur de s'induire en erreur soi-même. Moi, voilà, pour les gens qui le savent, j'ai peur du noir parce que j'ai eu un truc quand j'étais gamin, j'ai peur des araignées et tout ça. Donc, tu vois, des fois, tes ressentis sont un peu quand même vachement perturbés, pour moi, à ces moments-là. Mais quand je suis en binôme, par exemple, c'est vrai qu'on ne pense pas à tout ça parce on est ensemble. Mais c'est vrai que du coup, je fais un peu plus attention à mes ressentis maintenant. Parce que peut-être je me connais mieux dans ces situations d'enquête. Donc, je sais que je peux me faire confiance sur certaines choses. Donc, le matériel, pour moi, il n'est pas secondaire, mais c'est différent. Voilà. Si l'appareil peut m'aider à corroborer quelque chose que je viens de vivre, ça me va. Mais je bloque plus sur la petite LED qui s'allume en fait. Ouais, tu ne cries pas au loup tout de suite quand il y a quelque chose qui s'allume. Non. Mais d'ailleurs dès le début, puisque de toute façon par les protocoles, c'était pas déjà le but premier, c'était pas de crier au loup dès qu'il y avait quelque chose qui s'allumait quand vous étiez même au départ. Il y a des protocoles très précis chez RIP. Exactement, en fait. Nous, nos protocoles à la base, il faut savoir que l'idée de base de RIP, c'était de montrer aux gens que certaines légendes, certains témoignages étaient peut-être simplement dus au fait que les gens n'avaient pas fait attention à tout. Et comme Mortemer, où effectivement, on s'aperçoit que c'est très naturel, en fait, le phénomène, il s'explique, il est simple. C'est juste un manque d'attention. Donc c'est vrai que du coup, oui, les ressentis, on les mettait très secondaires. On s'est dit, on ne prend pas en compte le ressenti, en tout cas le ressenti tout seul, ça c'est sûr. Avec vos recherches et le nombre de lieux que vous avez fait, est-ce que tu pourrais me donner une idée de ce qu'on peut appeler le plus communément un fantôme? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu as une idée? Toujours pas. Honnêtement, toujours pas. Déjà parce que je suis très honnête et je le dis souvent aux gens, il y a beaucoup de théories. Je vais te donner mon avis personnel avec tout ce temps et le nombre d'enquêtes, comme tu dis, de lieux qu'on a fait. Pour moi, toutes les théories sont bonnes, mais peut-être même... Hop, une bête. Toutes les théories sont bonnes, mais pour moi, elles sont même peut-être toutes bonnes dans une seule enquête.
C'est-à-dire pour moi, tout ce qui est les autres mondes, que ce qu'on appelle fantômes, eux nous appellent fantômes. La théorie des énergies résiduelles, la théorie de l'autre monde. Pour moi, peut-être que même tout ça est valable. C'est-à-dire peut-être que un EVP, quand on fait de la TCI, peut-être que ça rentre dans une théorie. Peut-être que quand on voit une onde, c'est une autre théorie. Peut-être. Pour moi, pour l'instant, j'en suis encore à me dire que tout est envisageable. Et je pense que le paranormal, enfin pour ma part, moi, si on le prend comme ça, je pense qu'on peut être très surpris. C'est très instructif. Et on peut aller encore plus loin, continuer. Je ne cherche pas en fait la réponse ultime. J'ai l'impression que de plus en plus les gens cherchent soit le phénomène sans l'expliquer. Ouais, c'est cool, on a eu un truc, on sait que c'est ça. Ok, ta théorie, j'en ai pas, je sais que c'est ça. Dommage, pour moi, dommage. Tu t'enfermes. Et la théorie du oui, non mais moi je défends cette idée, c'est ça, c'est sûr, parce que ça, parce que si, parce que ça. Les gars, on est toujours dans l'inexpliqué à la base. Exactement. Donc, défendre bec et ongle une seule théorie, tant mieux. Si c'est sa démarche à la personne, tant mieux. Mais pour moi, non. Pour moi, je préfère toujours taper très large et me dire, voilà, ça peut être tout. À un moment, peut-être que cette théorie, c'est vrai que de plus en plus, au fil des enquêtes, on part dans cette théorie pour ce type de phénomène. Par contre, pour ce type de phénomène-là, on partirait sur autre chose. Moi, j'ai envie plus de partir sur un truc très large, en fait. Et c'est ce qui me plaît, parce que du coup, je me dis que si je partais dans une seule théorie tout le temps, que j'essaie d'expliquer une entité, un fantôme, c'est telle définition, j'ai peur qu'au bout d'un moment, en fait, je vois plus l'intérêt de le faire. Mais ça, c'est très personnel, c'est vraiment ma démarche personnelle, quoi. J'adore. C'est ce que je te demande en même temps. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Et moi, ma définition, pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça que je continue, en fait. Pour continuer à ouvrir. Ouais, ça, c'est cool. Et du coup, si je te dis le futur de RIP, tu me réponds? On est à 2 doigts d'une suite. Fallait que je la place. Mais non, le futur de RIP, alors, très honnêtement, pour l'instant, moi, je m'y intéresse sans m'y intéresser. C'est-à-dire que depuis un moment, je suis toujours RIP à fond, à 100%, je défends le truc. Mais moi, je suis un petit peu parti à côté et je m'intéresse, je m'informe de ce qui se passe, surtout avec Anton où il y a un nouveau projet, il y en a déjà 2 en boîte, c'est en démarche actuellement. Je pense que nos mentalités avec la pause qu'on a eue, je vois individuellement, elles ont un peu changé aussi. Donc ça serait très intéressant de repartir sur quelque chose avec peut-être un nouvel état d'esprit, peut-être une ouverture de pas mal de membres quand même qui s'est agrandi. Et j'espère de tout cœur, j'ai envie. Pour l'instant, les événements nous permettent toujours d'avoir en tout cas des rencontres, des nouveaux lieux, donc c'est très intéressant. Mais pour l'instant, l'avenir de RIP, je le vois comme ça. Moi, je surfe un petit peu de mon côté, à essayer de, comme on s'est rencontrés depuis un moment avec le GREP, et c'est vrai qu'on a pu faire des choses ensemble. J'ai rencontré des médiums alors que c'est vrai que j'étais hyper fermé, et je suis vraiment content de les avoir rencontrés parce que j'ai pu discuter avec des gens et rencontrer l'humain avant le médium, et du coup moi ça m'a changé un petit peu mon état d'esprit sur ce domaine, et j'espère faire encore plein de rencontres. Donc RIP, si on peut repartir tous ensemble, je le souhaite, on défend, on fait tout pour. Mais après moi, voilà, mon avenir, c'est le baroudeur. J'adore. Après, c'est peut-être ta personnalité propre. Après, c'est ce que je disais hier, justement, au reste des membres de l'équipe RIP. C'est moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite justement d'arriver à reconsolider des projets, à les construire, à les mener jusqu'au bout, et puis à faire un retour assez décapant, quoi. Et c'est ce que mais c'est marrant parce que du coup, bon, je pense qu'ils ont dit pas mal de conneries, et donc moi je vais être un peu... Même pas. Je t'avouerai même pas. Non, mais je suis le côté plus sérieux quand même. Tout le monde le sait. Et non, mais c'est ce que j'arrête pas de dire quand je discute avec les uns et les autres. Je leur dis, mais faites vos trucs de votre côté aussi. Pensons RIP parce qu'on est RIP, c'est sûr. Mais je me dis, voilà, si vous avez envie de vous épanouir, que ce soit Nico et Marina, Davy a eu pas mal d'idées aussi de son côté. Bon, Stan a fait son bouquin de son côté aussi. Je dis, mais moi je pense que voilà, moi je suis pas fermé les gars. On a eu souvent des discussions comme ça lors de la saison 1 à la 4. Mais je dis, faites vos trucs de votre côté.
il n'y a pas de problème, au contraire, qu'on s'épanouisse. Si un a un projet et puis qu'il invite un ou deux membres de l'équipe de temps en temps et tout ça, mais je trouve ça génial. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est pour ça que je dis aux autres, mais des fois ils m'en parlent, on sent qu'il y a un peu de gêne parce que voilà, ça sera pas l'équipe, j'ai peut-être un projet. Mais génial, faites-le. Mais... Puis ça peut ouvrir d'autres portes en même temps. Et moi, je trouve, ouais, exactement, je trouve ça très très bien et puis c'est un épanouissement personnel. C'est aujourd'hui, enfin... Je ne vais pas rentrer dans certains sujets, mais dans le monde dans lequel on vit, je trouve que l'épanouissement personnel, c'est dans un truc, dans une passion, dans une recherche, c'est ce qu'il faut faire. C'est le truc premier. Si tu ne le fais pas pour toi personnellement au départ, fais-le pas. Fais-le pas pour les autres. Se lancer dans une quête personnelle au départ, hein, que ce soit... Ça dépend. Oui, ouais. Je crois qu'il y a des exceptions qui confirment la règle. Ça, je te l'accorde. C'est ça. Mais bon, quand même, il y a aussi une part de quête personnelle. Oui. Quand tu te lances là-dedans, tu as envie de te découvrir aussi toi-même. Bah, je pense que par rapport à la première question, oui, il y a une recherche. Ça découle au départ d'un phénomène, d'un moment qui te fait une recherche personnelle, qui fait que tu fais une recherche personnelle. Ouais, même une compréhension que tu as envie d'avoir sur un phénomène, du moins sur un événement dans ta vie ou de toi personnellement, à apprendre à te connaître. C'est ça, mais tout le monde cherche une explication, enfin indirectement une explication à quelque chose. Donc moi, j'encourage, encore hier dans l'événement, il y a des gens qui sont venus me parler, je les encourage à faire de leur côté. Mais je leur dis, misez pas sur tout le côté aujourd'hui que vous voyez à travers des écrans, faites-le pour vous, par passion, par envie. Déjà, principalement. Si après vous avez envie d'échanger ce que vous faites et vos travaux via une vidéo, via un blog, mais faites-le. Mais au départ, faites-le pour vous. C'est le plus important. Tout le monde pose sa pierre à l'édifice. Exactement. C'est ce que je dis toujours. Si je te dis ufologie et phénomènes paranormaux, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je te dirais que l'ufologie ne doit pas rentrer dans les phénomènes paranormaux. Tu as eu la même réponse que ton équipe, à croire qu'ils se sont appelés hier soir en fait. On en a souvent parlé, c'est pour ça. Non mais c'est vrai que oui, pour nous aujourd'hui, l'ufologie a trop de preuves, a trop de travail, a trop d'ancienneté pour coller encore ça dans des phénomènes paranormaux. C'est un fait avéré aujourd'hui. Maintenant, reste juste à ce que ça s'ouvre beaucoup plus aux gens, enfin que les informations s'ouvrent aux gens. Voilà. Ben après, je t'avouerais que par exemple Nico et Anton sont partis plutôt sur l'apparition d'OVNI, mais par contre nous sur certains faits qu'on a lus, on s'est aperçu, du moins. Après c'est que de la théorie tout ça, hein. Après elle peut être fumeuse ou intéressante et les gens font leur idée là-dessus, mais on s'est aperçu qu'il y avait certains témoignages de visites extraterrestres entre guillemets et de phénomènes de hantise qui pouvaient avoir quelques similitudes, même s'il y a des points différents, mais sur certains points, il y a quand même certaines similitudes. Donc on voulait savoir s'il y avait d'autres personnes qui avaient peut-être ce point de vue-là, ou si quelqu'un avait vu aussi un peu ce rapprochement, ou si c'est juste une lubie de notre part, ce qui serait complètement possible, tout est ouvert. Non, je suis assez d'accord. Il y a des points communs, il y a trop de... C'est encore une fois, c'est... Ce qui nous a intrigués, je me souviens avec Nico, les premières fois où on s'est rencontrés, ça date d'il y a 15 ans maintenant, on est tombé d'accord sur le fait que trop de témoignages à travers le monde, sans réseau, sans communication, dans des pays différents, donc des langues différentes, ont le même témoignage, les mêmes détails, tout. Donc aujourd'hui, l'ufologie pour moi n'est pas un phénomène paranormal. C'est obligé. Et il y a 2 bouquins, tu vois, je disais que j'ai pas lu, mais ça dépend le sujet. Il y a Stéphane Alix avec les enlevés extraterrestres. Et Bud Hopkins, c'est le boss là-dedans. Ces 2 mecs, tu lis leurs bouquins, tu te rends. Après, tu peux pas ne pas croire au phénomène ufologique. Et encore pire, le cas qui est le plus quand même tendancieux, on va dire, c'est les enlevés. Ceux qui te disent s'être fait enlever. Moi, c'est le truc où je me suis dit, ouais, les extraterrestres, les soucoupes, les machins, ok, ouais, pas de souci. Puis après, tu tombes sur le cas des enlèvements et tu fais. Là, ça va un peu loin quand même. J'attends la saison 11 d'X-Files avec impatience, mais je sais que ça reste du X-Files quand même. On est quand même. Voilà. Et là, tu te dis, tu tombes sur un vrai cas, des vrais témoignages, et dans les bouquins, ils t'expliquent tout. Ils ont rencontré les gens, ils sont allés directement faire des enquêtes, des analyses, avec derrière des protocoles,
dans chaque catégorie. Il y a eu l'hypnose régressive, il y a eu les psychologues, les parapsychologues. Et quand tu lis tout ça, tu dis, ok, tu finis le bouquin, tu fais, c'est bon, ça existe. C'est hallucinant. Donc effectivement, pour moi, l'ufologie aujourd'hui, c'est pas du paranormal. C'est pas du paranormal. Ben, d'ailleurs, en parlant de paranormal, la définition du paranormal dans l'ICO, c'est se dit des phénomènes hypothétiques hors de la normalité que la science actuelle ne pourrait exprimer. Est-ce que cette définition te convient ou avec ton expérience, tu aimerais la modifier? Oui, je pense qu'elle est à revoir. Parce que là, on dirait que c'est Antoine qui l'a écrit en fait. Elle est à revoir comme, je pense, énormément de choses dans d'autres domaines. Je pense qu'il y a une évolution constante. Et le problème, c'est que c'est assez français d'ailleurs de rester sur des acquis et de ne pas aller plus loin en fait. Alors je suis pas contre la France, loin de là, hein. Les États-Unis c'est pareil, dans d'autres pays c'est pareil. Mais c'est vrai que ça me fait rire parce qu'on est très axé sur la France, on a fait énormément de lieux en France. Et c'est vrai que je vois que c'est très, très français en fait. C'est-à-dire qu'on dirait que les gens ne regardent pas qu'il y a une évolution sur certaines choses. C'est-à-dire voilà, ça c'est acquis, on a mis une définition, on la bouge pas. C'est ça. Ok. Je t'avouerais que j'ai répondu au reste de ton équipe hier que pour le coup, j'aurais peut-être rajouté pour ma part, mais peut-être que la science de demain l'expliquera. C'est ça, mais c'est ça. Parce qu'on rentre dans de la physique quantique, on rentre dans des choses qui sont, voilà, une autre science qui est beaucoup plus ouverte, qui semblerait quand même expliquer pas mal de choses. Ça ne veut pas dire que c'est plus des phénomènes paranormaux, mais ça voudrait dire que ça fait partie peut-être de l'univers, tout ça. Et auquel cas, on rentre dans carrément autre chose, dont les univers parallèles, oui. Et ainsi de suite. Toutes les hypothèses dont tu parlais tout à l'heure, hein, quelque part ça les englobe, je pense que c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est là où ça m'amuse. Mais ils ont été beaucoup plus, comme ils le disent, humbles que toi, qui n'ont pas changé du tout la définition. Ah mais moi je la foutrais même entre guillemets quoi. Parce que pour moi, à partir du moment où tu as des gens qui recherchent à côté, ta définition à tout moment elle est susceptible de changer. Et il y a je sais plus qui avait dit, je me demande même si c'est pas un des membres de l'équipe, mais moi je vais pas m'avancer, mais qui avait dit ce qu'on aimerait c'est que ce qu'on appelle paranormal aujourd'hui soit la normalité de demain. Et donc à partir de là, bah voilà, ça résume tout quoi. Il faut que ça change quoi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux autres groupes qui arrivent dans le milieu du paranormal? Je sais que conseil, le mot conseil c'est un peu prétentieux, oui. Mais au-delà de ça, je sais qui vous êtes et je sais qu'il n'y a pas de côté prétentieux dans ce que je vous demande. Alors je dirais que par notre humble expérience, nous pouvons donner quelques menus conseils. Non, moi je leur dirais je leur dirais de pas arrêter, c'est marrant. C'est marrant ta question parce qu'on a eu, avec les personnes avec qui j'ai mangé hier soir, on a eu surtout un qui a déjà une équipe. Il revient à ça. C'est-à-dire qu'il revient à quel conseil tu donnerais. Alors, moi je dirais mon point de vue, ne vous calquez pas à ce qui a été fait. RIP a été, et toujours d'ailleurs, la première équipe très médiatisée, très visible en France sur ces enquêtes, sur cette thématique. Pas de souci, on a fait un énorme site internet pour vraiment montrer qu'on s'intéressait à tout le paranormal et l'ufologie, puisque du coup c'est pas du paranormal. Mais du coup je leur dis, ne vous calquez pas à nous. Arrêtez, je vois trop de monde faire en premier un logo. Ok, je comprends, une identité, il n'y a pas de souci. Derrière ils font une page Facebook. Pas de souci. Tu ouvres la page Facebook, il n'y a rien. Chaîne YouTube, il n'y a rien. J'ai envie de leur dire, arrêtez. Concentrez-vous. Le paranormal à la base c'est une recherche dans son coin. Alors aujourd'hui elle est très mise en avant, c'est bien, on a les réseaux qui nous aident à être visibles, à montrer qu'on travaille, qu'on s'intéresse à ça. Mais apprenez déjà bien le terrain. Essayez d'aller dans des lieux, essayez d'obtenir des lieux. Pour ça déjà vous allez vous rendre compte qu'il y a un travail en amont, il y a une démarche, il y a une façon de se présenter, une approche par rapport aux propriétaires, le matériel. Apprenez à vous en servir. Je vois tellement des gens presque ouvrir des boîtes sur le terrain. Donc, mettez-vous pas en avant avec des choses que vous ne savez pas utiliser. Et surtout, arrêtez, on dirait, aujourd'hui on avance dans la télé-réalité du paranormal. Et il n'y a plus aucune recherche, il n'y a plus aucun travail derrière. Il y a très peu de rapports. C'est-à-dire qu'on va faire un live pour dire j'ai flippé. Ah, toute l'équipe a flippé. Moi j'aime bien un live où le mec va m'expliquer ce qu'ils ont fait hier soir. Quel résultat il y a eu. C'est dommage. Donc j'ai envie de dire aux gens,
pareil, pas en équipe pour monter une équipe. Montez-vous en équipe parce que vous avez envie de faire ça. Montez-vous en équipe et montez pas 50 personnes. Si vous êtes déjà 2 ou 3, vous verrez déjà que le boulot il est déjà assez conséquent. Plus on est, plus c'est le bordel, plus c'est dur à gérer. Donc moi je dirais aux gens, faites-le pour vous. Montez une équipe si vous avez envie, mais faites-vous des protocoles. Le mot paraît barbare, mais c'est vrai que nous dans RIP, je pense que Nico a dû le préciser, ou Antoine, Tout le monde. on en a chié. Ça a été galère au début. On a perdu beaucoup de monde qui pensait pas faire ça comme ça. Mais aujourd'hui, moi, par exemple, je remercie ces moments de galère parce que je sais que j'ai une méthodologie du coup. Et même si j'ai envie de m'ouvrir à aller vers d'autres équipes, comme certains m'ont déjà invité ou comme nous on a fait ensemble, bah ça donne envie. Ça donne envie parce que tu sais que tu es carré, tu sais comment tu utilises ton matériel, tu sais à quoi il faut faire attention, tu sais. Et ça, c'est ce que je dis aux gens. Entraînez-vous. Arrêtez de mettre des vidéos tout de suite de tout et rien, quoi. Ou alors faites-le, faites un résumé, faites un truc simple. Mais montrez-nous le travail, montrez-nous pas de la télé-réalité, on s'en Ce que tu veux fiche. pas, c'est pas de sensationnel. Du moins, pas que du sensationnel. Mais bien sûr. Après, le mec qui a envie de monter du sensationnel et tout, eh ben, vas-y, fais-nous une web-série, fais-nous un shortcut, fais-nous des trucs mais comme ça dis-le sur directement. le thème, mais assume-le. Assume-le, joue pas à la fin comme Rec à l'époque de tout ce que vous allez voir est vrai. C'est bon. Enfin, moi, dès que je vois ça, je me dis, ah, c'est bon, allez, il y a déjà moitié de faux dans le truc. N'essayez pas de toucher votre poste. C'est ça, exactement. Ne regardez pas cette cassette. Trop tard. Mais voilà, non, les conseils, ça serait vraiment, voilà, lisez des choses, regardez des reportages, essayez de comprendre pourquoi on utilise ce matériel, dans quel but. Mais même si les gens nous sortent des protocoles sortis de nulle part, mais allez-y tant que vous l'assumez, tant qu'il est expliqué, tant qu'il est... Voilà, faites-le. Et là, pour l'instant, on a une recrudescence de tout et n'importe quoi. Et c'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu dommage. Moi, je partage pour le coup, et je parle en mon nom propre, hein, mais je partage ton point de vue parce que, voilà, c'est ce que je disais hier aussi au reste des membres RIP. C'est en fait pour nous, on s'est lancé là-dedans et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. D'une, par le partage, mais parce qu'en plus, on aimerait vraiment que la communauté scientifique s'y intéresse. Ah, ça serait le temps. Moi, je le dis toujours, il y a une vidéo en particulier dont je suis très fière. C'est quand on a fait les méthodes anciennes face aux technologies modernes à Fougeray, où là, vraiment, on a concrètement à l'image et visuellement quelque chose qui corrobore, 2 éléments qui se corroborent, mais sans que l'un ne peut intervenir sur l'autre. Et ça, c'est énorme, en fait. C'est énorme parce que ça peut peut-être amener les gens à réfléchir un peu plus et à des scientifiques à se dire oui, il y a peut-être un truc qu'on n'a pas été chercher mais qui serait intéressant d'aller voir. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Moi, quand des fois, au tout début des événements, quand on expliquait aux gens que indirectement, parce que c'est un petit peu un résumé assez rapide, et quand on leur dit qu'un pendule égale un K2, les gens ils sont comme ça, quoi. Ah oui, mais c'est le magnétisme, électromagnétique, magnétisme, c'est tout ça, tout est lié. Donc je veux dire, à l'époque, ils utilisaient des pendules, comme nous aujourd'hui, on utilise des cadeaux, les gars. Et là, tu les mets en panique, et là, tu te dis, ah ouais, effectivement, ouais. Il y a un manque, en fait. Il y a un manque de quelque chose. Et même les télés, hein, si elles s'y intéressaient beaucoup plus sérieusement, sans faire tout de suite des raccourcis, sans vouloir critiquer, essayer de tacler toujours le sujet ou les gens qui viennent, les gens comprendraient qu'en fait, c'est juste une continuité qui existe depuis des années, quoi. Donc, les conseils que je dirais, c'est vraiment intéressez-vous, montez vos propres trucs, faites ça pour vous, mais apprenez à gérer tout ce que vous faites. Et là, ils se rendront compte qu'effectivement, ce qu'ils voient quand on voit des enquêtes qui sortent tous les 15 jours, ils se rendront compte que c'est très très différent. L'approche en amont, le travail en amont est déjà énorme. Tu fais ton enquête, tu fais ton tournage, si tu as besoin de faire un tournage, et après, toute l'analyse derrière. Et ils se rendront compte que c'est vraiment un travail limite scientifique. Ah ouais, et puis c'est des heures, heures. Voilà. Ça prend des heures dans ta vie. Mais il y a une phrase intéressante que tu viens de dire, qui pour moi est représentative, puisqu'on vous suit depuis le départ quand même, on s'intéresse à ce milieu-là et on s'est pas lancé comme ça, genre dans l'aventure pour dire super, on y va. Mais il y a une phrase, et puis il y a une phrase super intéressante que tu viens de dire, c'est le K2 égale le pendule. Je pense que, on va dire 13 ans en arrière, parce que comme je disais hier, vous avez, au-delà d'avoir fait RIP, il y avait aussi déjà un travail en amont fait par vous, peut-être individuellement ou en plus petit comité. Mais je pense qu'il y a 13 ans en arrière, on n'aurait pas entendu cette phrase-là de vous. Non, non. Parce c'est très propre à moi, ça. D'assumer ce genre de truc.
C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, on avait la calèche et les chevaux, aujourd'hui on a la voiture. C'est pareil, les premiers outils sont juste aujourd'hui très évolués et les gens se disent le pendule c'est de la merde. Mais tu restes toujours dans les chevaux, hein, entre la calèche et la voiture. C'est ça. Tu vois, il y a toujours un fil conducteur. C'est toujours. Donc en fait, les outils d'hier, c'est juste une évolution aujourd'hui et on a des technologies qui nous permettent de développer encore plus le truc. Mais la base reste la base, toujours. Exactement. Donc c'est pour ça, intéressez-vous à tout ça et après, lancez-vous. Lancez-vous. Alors attendez pas d'avoir lu toute la bibliothèque de Paris pour y aller, mais tout le temps, c'est un truc constant. Combien de fois, nous, je vois vous ou moi, on partage personnellement des nouveaux articles, des nouvelles recherches, il y a du nouveau matériel qu'on découvre, des évolutions, des ci, des ça. Ben, ça en fait partie en fait. On est en perpétuelle recherche, amélioration, nouveauté. Et des fois on revient en arrière. On réutilise, comme sur des événements, des cadrans de bovis, des pendules, c'est génial. Et pourtant, l'un et l'autre donnent leurs résultats. Puis je dirais même plus, c'est que pour le coup, du moins là, il y a un vrai changement dans tout ça, parce que le partage, le fait est qu'on se soit tous ouverts et qu'on se soit tous un peu peut-être rencontrés à un moment donné. On voit bien même qu'avec le fait est de travailler avec Jérôme de Spirit Shop, d'avoir carrément quelqu'un, et puis tu le connais pour le coup encore plus, mais quelqu'un qui fabrique le matériel, quelqu'un qui s'intéresse du coup à peut-être aussi ce qui pourrait nous intéresser nous, à notre demande, à notre recherche, nous permet quelque part certainement à un moment donné d'avoir un matériel qui sera de plus en plus ciblé pour nous. Ouais, adéquat. Je pense que cet échange-là permet justement de faire quelque chose qui sera beaucoup plus fort et qui permettra d'avoir un statut quelque part de plus en plus posé. Oui, parce que pour une fois, on a quelqu'un qui est vraiment sur le développement en plus. C'est-à-dire qu'il ne revend pas seulement des trucs qui existent déjà et qu'on utilise, qu'on détourne de leur fonction première. Non, il crée ces trucs. Et ça, c'est très important. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, il est capable de remettre aussi au bout du jour des outils qui ont été un peu oubliés. Et là, les gens, ça les perturbe du coup, parce qu'ils se disent, attends, moi, il y a des bip-bip partout, des LED partout, je comprends. Et puis là, d'un seul coup, tu leur mets un bout de bois avec une tige en cuivre, et les mecs, qui sont faits avec ça. C'est pareil que l'autre truc que tu as dans les mains, là. Ah bah non. Là, c'est toi qui gères. Et je trouve ça très intéressant, et c'est vrai que j'espère que du coup, ça va continuer à avancer dans ce sens, parce qu'on commence à avoir un réseau, puis on va dire des éléments, c'est un peu péjoratif, mais des éléments qui travaillent dans leur coin sur un truc précis et qui font avancer, puis qui sont à l'écoute. Et on commence à tous à y avoir un petit engrenage de gens qui travaillent ensemble. Et ça, c'est intéressant. C'est super intéressant. Ouais, et c'est rare. C'est la force du groupe qui va faire qu'à un moment donné, le paranormal aura la place qu'on doit lui donner, même d'un point de vue scientifique. Parce que plus on travaille dans notre coin, quand on est tout seul, on n'a pas de poids. Alors que si tu te mets à plusieurs et pour le coup des gens plutôt sérieux qui se regroupent tous, qui se mettent dans la balance, d'un seul coup ça pèse plus. Tout à fait. Et c'est là où c'est le plus important. Je disais hier, nous on a lu des témoignages en écriture automatique, des gens qui reçoivent des messages en écriture automatique. Pour ceux qui ne savent pas, les messages d'écriture automatique, c'est des médiums qui sont en conscience modifiée, donc qui ne voient absolument pas ce qu'ils écrivent, puisqu'ils ne sont plus là, c'est comme s'ils dormaient. Mais la main, elle bouge et elle écrit. On a vu quelque chose d'assez improbable. Par exemple, Christian Cambois, quand j'ai lu son livre « Homme et ange noué », je me suis dit, mais c'est fou, c'est pour construire une machine. Mais il a commencé à avoir ces messages-là il y a 25 ans. Et Elie Fraisse, par exemple, a commencé à avoir ces messages aussi pour écrire leur machine il y a 25 ans. Qui nous dit que si ces gens-là n'avaient pas partagé leurs informations à ce moment-là, ça se trouve, ils auraient conçu une machine encore plus élaborée que ce qu'ils ont déjà actuellement. C'est pas faux. Parce que c'est l'ouverture du peu de monde qui ont une recherche, des fois sans avoir rien demandé, comme Christian Cambois par exemple, d'avoir ouvert aux autres ce qu'ils vivaient, les messages qu'ils avaient, ou d'autres choses, ou leurs travaux en tout cas, a fait que ça a évolué. Ça peut évoluer. Mais le problème, c'est que ça se trouve, on n'a que 10% des gens qui ont des choses, ou qui vivent des choses, qui l'ouvrent aux autres. Et si ça se trouve, effectivement, si beaucoup plus de monde le faisait, assumait le truc, mais le montre d'une façon sérieuse, pas d'une façon rocambolesque comme on en voit des fois sur certaines pages,
bah, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et moi, pour l'anecdote, on a rencontré avec Nico la Zététique, enfin un des bureaux de la Zététique à Chambé, il y a 7 ans. Ouais, c'était au tout début de RIP, et on a été invités. On arrive, on a des mecs chercheurs en ci, chercheurs en ça, que des tronches. Et ils nous ont mis, tu sais, la table en U, et nous, tous les deux au bout comme ça. Le peloton d'exécution. On se pinçait sous la table, je me souviens avec Nico, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Les mecs se sont présentés, c'était que des tronches. Première question. Mais on a vu que vous alliez dans des lieux hantés. Mais comment vous trouvez des lieux hantés? Vous allez où? Comment vous faites? Et là on s'avère avec Nico, on s'est dit, elle est con cette question. Bah, tu cherches, il y a des bouquins, il y a des lieux, il y a des légendes, il y a des sites. Il y a la France mystérieuse de Galais, mais il y a plein de trucs qui existent depuis déjà longtemps où c'est répertorié. Les mecs n'avaient pas trouvé un lieu hanté, une légende. Et là tu te dis, waouh, on fait tout le speech, tout le blabla, tout le truc. À la fin on boit un verre, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, on pourrait venir avec vous si jamais un jour vous pourriez. Parce que nous on en a marre en fait des bureaux et des laboratoires. Quoi. Nous ce qu'on voudrait c'est aller sur le terrain. Bah, voilà, c'est l'exemple typique du non-travail ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, faut évoluer, les événements sont là pour ça, et allons-y. Ben écoute, je te remercie Denis. Ça y est? Oui, fini ce moment de nature. Non, en tout cas, merci pour l'interview, ça m'a fait super plaisir. Bah, moi aussi, franchement, je suis très contente et merci d'avoir pris le temps tous, parce que je sais qu'hier, toi, t'étais pas du tout OP pour pouvoir le faire. Parce que, ouais, non mais c'est normal, t'étais en pleine organisation et tout. Merci à vous. Et comme je le disais hier, j'espère qu'on pourra vraiment de plus en plus partager. Tout ça fait partie d'un beau projet et j'espère que ce projet sera formateur d'un beau partage entre tout le monde. Parce que pour moi, c'est un peu un puzzle gigantesque dont tout le monde a un peu une pièce et qu'il faut commencer à assembler en fait. C'est exactement ça. C'est bien résumé parce que oui, c'est un peu, je pense que c'est un peu la mentalité quand on commence à tous un peu plus se connaître là depuis le temps. On s'aperçoit qu'on a un peu tous cette idée au fond. En fait. On voit un peu la chose comme ça. Il fallait quelqu'un qui mette les pieds à l'engrenage. C'est ça. Mais de toute façon, on va se revoir. De toute façon, on va Exactement. se revoir. Je le sais. Merci beaucoup, Denis. Merci à toi et puis bon courage. À très bientôt. Merci.